Nouveau numéro de votre émission New World Soir sur New World Info. Merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité sociopolitique et économique du monde. L'Union européenne s'apprête à débloquer 500 millions d'euros pour renforcer la production de munitions à destination de l'Ukraine et réapprovisionner le stock des pays membres du bloc, a annoncé vendredi dernier Bruxelles. Pour rappel, Kiev a lancé sa contre-offensive il y a déjà un mois. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'est une nouvelle semaine qui débute. Comment allez-vous? Ça va très bien. Les représentants du Conseil européen et du Parlement européen ont conclu un accord provisoire dans la nuit de jeudi vendredi et qui doit entrer en vigueur à la fin de ce mois de juillet. Dans le cadre de cet accord, justement, les entreprises européennes d'armement recevront des subventions pour augmenter leur capacité de production, notamment en munitions. Kiev a donc besoin de ça pour mieux faire face à l'invasion russe. Tout à fait. N'oublions pas que le président Zelensky est dans une logique de contre-offensive. Depuis qu'il parle de contre-offensive, on s'attend à un combat en bonne et due forme. Dans une guerre, le ravitaillement, ce n'est pas seulement une question alimentaire, mais c'est des pièces de rechange pour le matériel militaire, mais c'est surtout les munitions. Dans cette guerre, les obus en particulier. Et il y a un problème. Depuis quelque temps, les militaires ukrainiens avaient posé ce problème. Ils sont en situation de guerre, mais ils sont obligés de se rationner parce qu'ils n'ont pas suffisamment de munitions par rapport à l'adversaire. Mais si on veut gagner une guerre, on n'a pas à se mettre dans une logique de rationnement. Pendant le même temps, il n'y avait pas au niveau de l'Union européenne suffisamment de munitions également qu'on pouvait mettre à la disposition de l'Ukraine dans l'immédiat. Pire, dans ce qui existe actuellement comme structure produisant ces munitions, la quantité dont l'Ukraine a besoin, ils n'étaient pas en mesure de fournir cette quantité. C'est pourquoi il y a cet accord qui, si elle est réalisée après le vote, parce qu'il faut que le Parlement se prononce, cet accord va permettre effectivement de pouvoir, à partir de plusieurs pays européens, de fournir plusieurs sortes de munitions en quantité pour pouvoir permettre de satisfaire la demande ukrainienne qui, depuis le début de la guerre, est là et qui n'a pas pu être satisfaite parce que les conditions, j'allais dire, industrielles de production ne sont pas réunies à l'heure actuelle. Alors, Kiev a besoin de cette aide de l'Union européenne, on l'aura compris, mais en même temps, sur le terrain, est-ce qu'il y a urgence? Il y a plus qu'une urgence sur le terrain, puisque Zelensky est très fort. Parce que vous avez des gens qui te font mener une guerre, mais si vous regardez depuis le début de la guerre, quand il demande une chose, d'abord on lui donne par compte-gouttes, c'est-à-dire jamais ce qu'il demande En même d'un temps, seul c'est coup. aussi en fonction des disponibilités, des possibilités Mais ce n'est pas aussi. seulement les disponibilités, il y a une véritable hésitation. Bien que tout le monde dit oui, il faut le soutenir, quand vous regardez dans la réalité de façon concrète, il y a une véritable hésitation. Ils y vont vraiment pas à pas. La question des munitions date d'il y a plusieurs mois. Ce n'est Tout à pas une fait. question récente. Mais à chaque fois, on intervient avec du retard. Non seulement on intervient avec du retard, mais même quand on intervient, c'est du goutte à goutte. Mais ça fait qu'effectivement, on voit tout le temps le président ukrainien, quelle que soit la rencontre européenne, quel que soit le pays européen dans lequel il part, son discours est toujours le même. Donnez-nous des armes, donnez-nous des munitions, donnez-nous des avions, puisqu'il insiste sur les F-16 qui ont été promis, alors que jusqu'au moment où nous parlons, même les soldats ukrainiens n'ont pas encore commencé leur formation pour pouvoir piloter les F-16, mais les F-16 arriveront quand? En fait, il y a cette crainte également de ces pays de l'Union européenne par rapport à la Russie, qui parle d'une ligne rouge qui n'a pas été déterminée pour qu'un pays devienne co-belligérant. Ça fait que l'Ukraine a un besoin urgent parce qu'en face d'une contre-offensive, mais ils ont besoin de munitions, ils ont besoin d'une aviation. Cela est extrêmement clair, d'autant plus que les premiers moments de la contre-offensive, ils ont rencontré une véritable résistance de la part des Russes. Et donc, c'est Kiev qui réclame, donc. Tout à fait, c'est Kiev qui réclame et depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps parce que ceux qui sont sur le terrain, les militaires sur le terrain ne cessent de réclamer ces munitions pour pouvoir mener la guerre au rythme qu'ils souhaitent. Parce qu'ils ne font pas encore la guerre au rythme qu'ils souhaitent. Vous voyez, on parlait d'offensive, mais jusqu'à... Ça fait combien de temps maintenant? La contre-offensive a déjà Oui, fait un mois. mais ça pose problème. Ça veut dire que les éléments, tous les éléments ne sont pas
réunir, parce que quand on parle généralement de contre-offensive, c'est qu'on prépare une véritable force pour venir déstabiliser l'adversaire. Mais pour le moment, l'adversaire ne semble pas du tout avoir été déstabilisé. Cet acte de soutien à la production de munitions dénommé NDRL a pour objectif d'afficher la production 2 millions de munitions et 2 millions d'obus par an au sein de l'Union européenne. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Que la guerre risque encore de durer longtemps? Ils sont en tout cas dans la logique d'une guerre qui va durer. C'est pourquoi je disais qu'il y a toujours le temps, puisqu'il va falloir créer les conditions, il va falloir produire. Si on s'en tient rien qu'à cela, ça veut dire que ce n'est pas demain que la guerre va prendre fin. Sauf bien sûr si un autre événement intervient. Mais ici, on est dans une logique que la guerre va durer. L'Ukraine n'aura pas besoin de munitions, qu'on vienne lui apporter des munitions d'un seul coup, mais il risque d'avoir besoin de munitions sur une longue période, raison pour laquelle il faut créer les conditions. On parle de fabrication par an. Ça veut dire que l'année prochaine, on serait peut-être également en train de fabriquer des munitions si la guerre n'est pas terminée. Bon, nous ne souhaitons pas que la guerre arrive à ce niveau, mais ils sont dans une logique actuellement d'une guerre qui va durer, puisque pour le moment, au niveau des négociations, des initiatives prises de part et d'autre, il n'y a pas encore une initiative qui a permis, ne serait-ce que d'avoir un cessez-le-feu, parce que généralement, c'est le premier élément qui montre qu'on peut aller vers des discussions qui vont pouvoir mettre fin à une guerre. Alors, les 500 millions d'euros débloqués par l'Union européenne dont vise à aider les entreprises de production, de renforcer leur capacité de production. Mais là, pour mieux comprendre, comment est-ce que ces dépenses vont être faites? En fait, on est en face d'une réalité. Les Européens avaient pensé qu'il n'y aurait plus de guerre sur le territoire européen. Donc, à un certain moment, d'un point de vue Depuis la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Non seulement ils pensaient, mais ils ne voulaient plus. Ils étaient vraiment dans une logique de pas de guerre sur notre territoire, puisqu'ils ont vu les conséquences de la guerre. Le conflit Oui. Russie-Ukraine a donc surpris tout le monde? Pas surpris. On a vu venir, mais ce n'était pas dans ce que les gens avaient pris en compte, puisqu'au niveau militaire, beaucoup avaient commencé à se mettre dans ce qu'on appelle les armements stratégiques, etc. Mais personne ne s'attendait à devoir faire une guerre sur le sol européen de façon générale. Du moins de cette ampleur-là? Non, même la plus petite guerre. Vous voyez comment l'Allemagne, après la guerre, a dû revoir complètement sa politique sur le plan militaire. La France est en train de faire exactement la même chose. Donc, en fait, l'Union européenne est en train de faire à l'échelle de cette union ce que chaque pays est déjà en train de faire à l'échelle nationale. En se disant, attendez, on ne pensait pas avoir une guerre, on en a, on est un peu en retard sur tel aspect, on est un peu en retard sur tel aspect. Les gens sont en train de se mettre à jour sur le plan militaire en se rendant compte qu'effectivement, la guerre existe, parce que ce n'est plus impossible. La guerre existe sur le territoire européen, mais surtout, où ira cette guerre? Est-ce que ça s'arrêtera Russie-Ukraine? Est-ce qu'elle va déborder ou pas? Mais un pays intelligent ne va pas attendre que la guerre déborde d'abord avant de voir comment trouver une réponse. Donc il s'agit certes de donner des munitions à l'Ukraine, mais il s'agit également d'être dans une posture de prévention pour au cas où la guerre devrait aller plus loin, qu'eux également ils aient les moyens de pouvoir se défendre en ce moment. Les 500 millions d'euros sont un financement qui provient de la facilité européenne pour la paix, un fonds doté de 5 milliards d'euros créé et abondé par les États membres hors du budget communautaire. Pour justement régler les cas d'urgence, on peut alors tenter de s'allier une solidarité derrière l'Ukraine? Mais tout à fait. Tout à fait, d'autant plus que n'oublions pas que ces pays, une bonne partie parmi ces pays, à part l'Allemagne qui avait été plutôt un pays réticent, une bonne partie de ces pays avaient promis à l'Ukraine un soutien sans faille. Et quand vous regardez les pays un par un, c'est l'Angleterre qui a respecté cela surtout. L'Angleterre, avec tous les premiers ministres qui se sont succédés pendant cette guerre, les gens sont restés constants sur un soutien militaire à l'Ukraine. Mais quand vous regardez avec les autres pays, il y a eu des hauts et des bas dans le soutien. Il a fallu que Zelensky bouscule, qu'il aille même au Parlement européen pour bousculer, pour que effectivement, ce qui avait été dit avant la guerre, que les gens le mettent en action. Mais ça fait qu'ils sont actuellement contraints, puisque c'est des gens qui travaillent beaucoup sur la prévision.
C'est des gens qui ne veulent pas se faire surprendre, mais c'est pourquoi un tel montant n'aura pas besoin d'une mobilisation financière à gauche, à droite. Vous avez déjà de la provision qui est disponible. On prend dans la provision, on met en œuvre immédiatement. Le retard sera lié maintenant au fait que ces usines vont devoir changer un certain nombre d'éléments, augmenter leur capacité. Mais vous allez bientôt voir cette production. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que cette production permettra à l'Ukraine de gagner la guerre contre la Russie? Moi, c'est là où je suis souvent dubitatif. Je serais étonné que l'Ukraine gagne la guerre devant la Russie. Quand on revient sur le continent, les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont réunis ce dimanche en Guinée-Bissau pour un sommet consacré à l'évaluation des processus de transition au Burkina, au Mali, également en Guinée. Les 3 pays suspendus par l'institution pour des coups d'État militaires. Là, justement, quel regard portez-vous, Mamadou Diouf, sur les démarches de la CEDEAO vis-à-vis de certains de ces États membres, parfois en difficulté? Il y a une évolution qui est plutôt positive actuellement, puisque à la Réunion, ils ont reconnu que le processus est en cours au niveau du Mali en particulier, surtout avec le référendum qui était un peu le point de départ des élections qui devaient aboutir à la transmission du pouvoir à des civils. En Guinée, au Burkina, ça traîne un peu les pieds. On ne sait parfois pas trop dans quelle direction les gens vont aller. Mais ce qu'on aurait dû souhaiter, c'est qu'on puisse voir au niveau de la CEDEAO, voire même de l'Union africaine, quelque chose de semblable de ce qu'on voit aujourd'hui entre l'Union européenne et l'Ukraine. Alors qu'il faut le répéter, l'Ukraine n'est pas encore membre de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN. Alors que le Mali, la Guinée, le Burkina sont membres de la CEDEAO. Bon, pas la Guinée quand même pour la CEDEAO. Ils sont membres de la CEDEAO. La Guinée n'est pas dans l'UEMOA. Ils sont membres également de l'Union africaine. Donc, il y a une solidarité qui devrait pouvoir exister et de façon extrêmement forte. Et c'est prévu dans les textes. Ce qu'il y a et qui fait la différence, c'est que dans ces mêmes textes, il est prévu que quand un État est victime d'un coup d'État, cet État est mis à part au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'UEMOA. Et ça crée aujourd'hui un problème parce que ces pays sont en difficulté. La logique de la solidarité voudrait qu'on les vienne en aide, mais les textes voudraient qu'on les mette au banc des accusés puisque le processus démocratique, le processus constitutionnel a été interrompu par un coup d'État. Vous voyez un peu... Et c'est une démarche qui fonctionne jusqu'alors? Il y a une difficulté face à la démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis partisan de pas de coup d'État. Pour moi, c'est une position de principe. Le président du Nigeria, qui vient de prendre la tête de la CEDEAO, l'a martelé de façon très forte dans son discours. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pas de coup d'État. Maintenant, après le pas de coup d'État, il y a une situation sécuritaire qui se pose dans ces pays, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voyait dans les coups d'État traditionnels. Mais il faut pouvoir tenir compte de cette situation particulière en termes de sécurité, qui ne menace pas ces pays seulement, pour pouvoir voir comment trouver une solution à la situation sécuritaire. Maintenant, en fonction également de l'attitude des jeunes militaires qui ont pris le pouvoir, vous avez vu que l'attitude de la CEDEAO n'est pas exactement la même. Parce que la CEDEAO, dans ses textes, c'est extrêmement clair. Des textes signés aussi bien par le Mali, le Burkina, la Guinée, mais ce n'est pas la CEDEAO qui a inventé non au coup d'État. Tous ces pays l'ont signé. Donc le pays qui fait un coup d'État, il le fait contre des textes que lui-même il a signés. Il faut qu'on accepte cette condamnation de principe de la CEDEAO, puisque si on veut sauver la démocratie dans nos espaces, il faut refuser les coups d'État. Mais justement, parlant de la question sécuritaire, est-ce que le Mali risque d'être un véritable casse-tête pour l'institution, la CEDEAO, en question, pour cause de situation sécuritaire qui demeure une préoccupation aujourd'hui, la situation qui semble échapper encore au pouvoir central? Le Mali est déjà un casse-tête. Ce n'est pas que ça va devenir. C'est déjà un casse-tête parce que, objectivement, je ne crois pas qu'il y a un pays de la CEDEAO, il y a un président de la CEDEAO qui n'est pas soucieux de la situation sécuritaire au niveau du Mali. Qui n'est pas dans la logique de il faut aider le Mali à sortir de cette situation. Ne serait-ce que parce que toi-même tu es menacé si le Mali tombe. Au moins c'est là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a maintenant cette difficulté qui est due au fait que le Mali est sur un double coup d'État.
Et d'un point de vue diplomatique, la relation de la CEDEAO avec le Mali n'est plus la relation avec le Mali où il n'y avait pas de coup d'État. Ouais. C'est en fait ça qui crée le problème. La CEDEAO fait quoi? Elle piétine ses textes en disant, bon, il y a un coup d'État, malgré le coup d'État, il y a un problème sécuritaire, on laisse tomber les questions du coup d'État, on s'occupe de la question sécuritaire, mais on va dire à la CEDEAO, finalement, vous existez pourquoi? Il faut aller changer vos textes. Et c'est ça la difficulté qui est là, que les gens parfois, c'est vrai que la CEDEAO présente beaucoup de faiblesses, mais moi je crois que c'est un organe qu'il faut savoir conserver, qu'il faut savoir également remettre sur les rails, qu'on ne s'aventure pas à perdre cet organe, même si pour le moment, il ne nous permet pas d'obtenir les résultats que nous voulons. Pour revenir à l'Ukraine, l'Union européenne vole une fois encore au secours du pays, mais est-ce que ce nouveau renforcement avec cette nouvelle aide, l'Ukraine peut espérer enfin atteindre ses objectifs dans ce conflit? Zelensky n'est pas clair sur quel objectif il vise. Dans son message pour galvaniser son peuple, pour galvaniser l'armée, il parle de recouvrer tout le territoire ukrainien. Et quand on dit tout le territoire, pensez à la Crimée, pensez à d'autres choses, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec la Russie. Mais ça, je me dis que c'est le discours qu'on tient pour galvaniser les troupes. Certainement, il va chercher une victoire, récupérer une partie des territoires actuellement occupés par les Russes et aller se mettre dans une logique de négociation en ayant quelque chose sous la main, parce qu'encore une fois, je le répète, ça m'étonnerait que l'Ukraine gagne la guerre ou que Zelensky fasse effectivement d'un objectif à atteindre. Pas un objectif en termes de communication, mais un objectif à atteindre, que l'intégralité du territoire soit recouvrée par cette guerre, puisque même ceux qui le soutiennent commencent à s'essouffler et à voir dans leur propre pays de la résistance à cause de la quantité d'argent qu'on a mis dans cette guerre depuis plus d'un an. Et pour ce que ça a donné comme résultat jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'Ukraine s'en est véritablement sortie. Et l'autre situation à laquelle Kiev doit s'attendre à faire face, c'est la reconstruction du pays après ce conflit. Pour la reconstruction, il n'y aura pas de souci. Beaucoup de ces pays qui soutiennent l'Ukraine, c'est parce qu'ils sont intéressés par ce marché de la reconstruction. Ils viendront avec l'argent pour faire la reconstruction, mais qu'on soit clair, que les gens ne pensent pas que ce sera de la reconstruction où les gens viendront travailler gratuitement pour l'Ukraine. Les gens n'ont pas de marché, ils n'ont pas de chantier dans leur pays, il n'y a pas de grands travaux qui vont prendre de la main-d'œuvre, etc. Ils vont en profiter pour pouvoir mettre de l'argent là-bas pour leurs entreprises, pas pour les entreprises ukrainiennes. Donc, il y a moins de risques pour la reconstruction. D'ailleurs, comme on le fait tout le temps dans les guerres, on n'attend pas la fin de la guerre pour commencer à en parler. Il y a déjà eu une réunion où on parlait déjà de reconstruction. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour la suite de Niwot Soir avec le plateau de l'invité.